Bonjour, aujourd'hui nous recevons Maître Mathieu Miljour qui est spécialisé en droit immobilier. Et puis là, je sais qu'un vice caché, vous allez me dire, ben, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais aux yeux de la loi, c'est particulier un vice caché. Oui, effectivement, Yannick. En fait, il y a 4 critères qui nous permettent d'identifier les vices cachés ou de les différencier versus les vices apparents. Alors, tout d'abord, le vice, il faut que ça en soit un. Et pourquoi je précise ça? C'est parce que souvent, les gens vont nous parler d'usure normale. Et l'usure normale, ce n'est pas un vice caché. Ce n'est pas un vice partant de là. Ensuite, il faut que le vice soit antérieur à la transaction immobilière, donc à la vente, et lorsqu'on passe chez le notaire, en fait. Alors, il faut que le vice ait existé avant ça, et c'est l'acheteur qui devra démontrer que le vice était là lorsqu'il a acheté la maison, lorsqu'il a passé les titres devant le notaire. Ensuite, il faut que le vice soit assez grave pour affecter l'utilité de l'immeuble. Donc, je ne peux plus me servir de l'immeuble que j'achète, alors je ne peux plus me servir de la maison, ou ça affecte grandement son utilité du fait que je n'aurais pas payé le même prix si je l'avais su dès le départ. C'est une notion qui a été quand même assez élargie par les tribunaux, mais c'est une notion qui existe. Et finalement, il faut que le vice soit caché. Alors oui, ça semble simple, mais ça veut dire quoi caché? Ça veut dire qu'un acheteur prudent et diligent, sans la présence d'un expert, n'a pas pu découvrir ce vice-là. Ben, en fait, c'est rare qu'on va ouvrir les murs ou qu'on va défaire les planchers. Puis c'est des trucs qu'on ne peut pas voir, donc, apparemment. Exactement. Par contre, souvent, et c'est là, je pense, l'importance du rôle de l'inspecteur, parce que souvent, il va y avoir des signes qui vont nous porter à croire qu'il y a possiblement la présence d'un vice caché. Signes qui devraient nous amener à aller un petit peu plus loin dans nos recherches, dans nos expertises avant l'achat de l'immeuble. OK. D'ailleurs, ma question suivante était, quel est le rôle de l'inspecteur? Pas quand il y a litige, mais quand justement là, on se creuse la tête puis on se dit quand il n'y a pas anguille sous roche, il n'y a pas de lumière qui allume ou une alarme qui sonne. En fait, le rôle de l'inspecteur est très important dans le cadre d'une transaction immobilière et ça, même si la loi dit que sa présence n'est pas nécessaire. Alors, pourquoi elle est importante, la présence de l'inspecteur? D'abord, ça vient démontrer que l'acheteur a agi avec prudence et diligence. Hein? En fait, je suis allé engager retenir les services de quelqu'un qui a une plus grande compétence que moi en la matière. Déjà là, c'est une preuve de prudence et de diligence. En fait, de façon responsable. On a décidé d'aller plus loin dans la démarche pour s'assurer que tout est correct. Exactement. Okay. L'inspecteur a le rôle maintenant, lui, lorsqu'il fait son inspection, c'est une inspection visuelle. Hein, comme vous l'avez dit, on ne vient pas défaire des murs, on ne vient pas ouvrir des murs. C'est une inspection visuelle. Il doit relever les indices de désordre. Okay. Comme quoi qu'il y a possiblement la présence d'un vice avec l'immeuble. Okay. Et suivant son inspection, après avoir relevé ces indices de désordre-là, il doit faire des recommandations à l'acheteur, le pousser dans le fond à aller vers d'autres expertises complémentaires qui pourraient être nécessaires avant toujours l'achat de l'immeuble. Et ce rôle-là est primordial parce que c'est souvent l'élément qui est oublié par les acheteurs, c'est qu'on se fait faire des recommandations par notre inspecteur, mais on n'y suit pas. Alors, notre inspecteur va avoir relevé un indice de désordre, par exemple, une problématique avec la fondation. Il va nous dire, bien, ça vous prend un expert en fondation qui va venir déterminer ce qu'il y a un mouvement structural, par exemple. Et les acheteurs ne vont pas suivre cette recommandation-là, et ça, c'est un problème. Et voilà. Alors, donc, on vous dit, faut appeler un spécialiste. Si vous le faites pas, ben là, On va avoir la difficulté à venir démontrer qu'on a été prudent et diligent par la suite si on n'a pas suivi les recommandations de notre inspecteur en bâtiment. D'ailleurs, je me trompe ou l'inspecteur peut agir par la suite à titre de témoin? Il pourrait être appelé effectivement à témoigner dans le cadre d'un litige éventuel devant la Cour. Et là, il pourrait dire, oui, j'avais suggéré d'aller plus loin dans les recherches ou de faire appel à un employé spécialisé. Exactement. D'accord. Dites-moi, est-ce que le vendeur doit avoir connaissance du vice? C'est un mythe qui perdure beaucoup, ça, en fait, au Québec. Et puis, je dirais, dans 90% des cas où un vendeur m'appelle pour me dire qu'il a reçu un avis de dénonciation de vice caché, sa première réaction, c'est de me dire « Ah, ben je ne le savais pas. J'étais pas au courant. J'ai jamais eu de problème. » Je m'en lave les mains. C'est ça, exactement. Okay. Et ce n'est pas un moyen de défense contre pour la garantie de qualité, en fait. À partir du moment où on a été propriétaire d'un immeuble, qu'on l'a vendu avec la garantie légale, on en est responsable. On est responsable des vices cachés. Ben, oui, alors? Ben, en fait, la différence, c'est que un vendeur qui aurait eu la connaissance d'un vice et qui ne l'aurait pas divulgué, donc qui l'aurait lui-même volontairement caché, est passible de dommages supplémentaires. En fait, il pourrait être poursuivi pour des dommages et inconvénients supplémentaires. D'accord. D'ailleurs, quelle est la durée de la fameuse garantie contre les vices?
Ben, c'est une bonne question parce qu'il n'y en a pas vraiment de durée. À partir du moment qu'on est en mesure de démontrer que le vice est antérieur à la transaction immobilière, on peut en être responsable. Alors, des dossiers, c'est quand même assez fréquent qu'on va reculer 20 ans, 30 ans en arrière et qu'on va être en mesure de retenir la responsabilité du vendeur, même s'il a été propriétaire pendant qu'une courte durée durant cette période-là. OK. Oui, d'accord. Ben, le point important, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut démontrer que le vice est antérieur à la transaction immobilière. Okay. Alors, souvent, des vices pour lesquels on va pouvoir remonter loin dans le temps, ce sont souvent des vices cachés qui émanent d'un vice de construction. Ouais. Alors, dès la construction de l'immeuble, il y a un élément qui manquait, qui n'était pas présent, mais qu'on va découvrir seulement que 30 ans plus tard. Alors, on va quand même en être responsable. Et ma dernière question, parce que j'en ai plein d'autres, mais vraiment, dites-moi, à partir du moment que la transaction est effectuée, jusqu'à quand on a pour un recours légal? Bien, en fait, c'est plus la base pour l'acheteur, c'est à partir du moment que lui-même découvre le vice. OK. Alors, lorsqu'il découvre le vice et qu'il pense qu'il est face à un vice caché, il doit déjà, dès le départ, envoyer un avis de dénonciation par écrit au vendeur pour dire, écoutez, j'ai trouvé ce que je crois être un vice caché, s'il vous plaît, venez constater par vous-même et prendre à votre charge, dans le fond, les réparations. Bon. Cet avis de dénonciation-là doit être envoyé dans un délai raisonnable. La loi ne précise pas c'est quoi un délai raisonnable. Par contre, la jurisprudence est venue dire qu'à l'intérieur de 30 jours, on est dans un délai raisonnable. Lorsqu'on dépasse le délai de 30 jours, il faut s'expliquer pourquoi ça a été si long, pourquoi on a pris tant de temps avant de pouvoir dénoncer le vice. Je réitère que la dénonciation doit être faite par écrit. Alors, toujours. Une dénonciation verbale ne suffit pas. Il faut vraiment que j'envoie un écrit au vendeur. Comme ça, mais ça laisse des traces, évidemment, de notre démarche. Exactement. Okay. Une fois, par contre, que la connaissance, on a pris connaissance en tant qu'acheteur du vice, qu'on l'a dénoncé par écrit, la période de prescription légale avant de mettre un terme, dans le fond, à nos procédures, c'est 3 ans. Alors, okay. On a 3 ans pour entreprendre une procédure devant la Cour contre notre vendeur. Bon, bien là, je comprends mieux pourquoi j'ai dit spécialisé en droit immobilier. Maître Miljo, mille merci. Ben, je ne voulais pas faire de jeu de mots, c'est de bon cœur. Merci pour vos précieux conseils. Merci à une prochaine. D'ici justement à un de nos prochains rendez-vous, je vous invite à visiter notre site web à inspecteur.com.